Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette conférence de solidarité et progrès. Alors, je vais attendre juste quelques secondes qu'un certain nombre de gens puissent se connecter. Donc, nous sommes en direct actuellement sur Zoom. Sur Zoom, alors on fait cette réunion dans un moment qui est tout particulier, puisque nous venons de vivre l'entrée en fonction de l'administration Biden aux États-Unis. Alors, le Great Reset, le fameux Great Reset, est-ce que c'est un fantasme de complotiste ou pas? C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui se connectent ce soir que nous ne sommes pas un organe d'information alternative comme il en existe plein sur la toile en ce moment. On est un parti politique et on se bat en France et on se bat au niveau international, au plus haut niveau, et on se bat depuis plus de 30 ans justement pour la mise en place de nouveaux accords monétaires et financiers qui puissent permettre une bonne réinitialisation, si je peux dire, qui puisse permettre de mettre fin à la mainmise de la City et Wall Street et qui puisse permettre aux États de rediriger l'argent vers l'économie réelle. Alors, on en reparlera ce soir, mais je pense que c'est important de le poser d'emblée parce que ce qu'on va vous dire ce soir, ce n'est pas juste pour vous informer depuis votre salon, c'est pour que vous puissiez avoir les clés pour ensuite agir, parce que c'est maintenant. S'il faut agir, c'est bien maintenant. Alors, on a plein d'outils à vous proposer pour cela. À votre échelle, avec vos moyens, de près ou de loin. Et on met à disposition, beaucoup de gens nous appellent sur le numéro que j'afficherai tout à l'heure sur le chat de Zoom et sur lequel on vous invite vraiment à nous appeler pour en parler et mettre ça en place ensemble. C'est le 01 76 69 14 50. 01 76 69 14 50. Alors, ce soir, on va passer 2 heures ensemble. Voilà, donc il y aura une première partie avec les intervenants que je vais vous présenter, qui vous présenteront ce grand reset, et puis une deuxième partie où on pourra prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, pour poser vos questions, en fait, c'est en bas de votre écran de Zoom, hein, c'est dans la petite double bulle qui s'appelle Q et R. Alors, utilisez-la, donc vous pouvez l'utiliser dès maintenant pour poser vos questions. Et ne la confondez pas avec la bulle conversée avec le chat qui n'est pas faite pour ça. Alors, donc ce soir, hein, en première partie, donc, vont intervenir donc, Jacques Cheminade. Oui, bonsoir. Et je crois que c'est une soirée où nous aurons raison à communiquer des choses qui permettent de mieux comprendre où nous sommes engagés dans cette époque et quel doit être notre combat. Alors ensuite, Karel Verheuken interviendra. Alors, je précise que Karel est directeur de publication en fait, du journal Nouvelle Solidarité que nous éditons depuis longtemps. Pour les abonnés, il vient de changer de format. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est un journal qui est extrêmement riche. Je dirais, beaucoup d'abonnés savaient beaucoup de choses avant qu'elles n'arrivent via ce journal et surtout, ils ont eu accès aux solutions avant et aussi à beaucoup d'éléments, je dirais, de repères scientifiques, historiques, épistémologiques parce qu'on a besoin de tous ces repères-là pour mener ce combat. Donc, on ne peut que vous inviter à vous y abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Je mettrai aussi ce qu'il faut dans le chat. Il est aussi, Karel Verheuken, co-auteur d'un dossier qui s'appelle Sortir du piège de la finance verte. Voilà. Et qui est également une bombe qui est extrêmement précise sur tous les liens de collusion entre les milieux de la finance et les soi-disant milieux écologistes, dont il sera clairement question ce soir parce que c'est lié au Great Reset et c'est absolument fondamental. Voilà, donc bonsoir Karel. Oui, bonsoir. Merci. Et Benoît Odile, qui est militant à Solidarité et Progrès et qui est notre youtubeur qui anime sur notre chaîne YouTube l'excellente série Faut vraiment que vous compreniez sur l'économie et qui a récemment donc, fait disons un numéro sur le Great Reset. Bonjour Benoît. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Je vais essayer d'être clair dans mes propos ce soir. Il y aura beaucoup de choses, mais on est très content de vous présenter des arguments pour militer contre ce Great Reset. Très bien, bah, écoutez, je laisse tout de suite la parole à Jacques Cheminade pour commencer. Oui, grande réinitialisation, Great Reset. On entend de partout prononcer ces paroles. C'est en réalité un ouvrage qui a été écrit
dans le contexte du groupe de Davos et dont on parlera de ces conceptions dans la semaine de Davos du 25 au 29 janvier, c'est-à-dire très bientôt, et ensuite au sommet du Forum économique mondial qui se tiendra à Singapour du 13 au 16 mai. Alors ce soir, ce que nous allons faire, c'est essayer de dissiper toutes les fausses idées autour de cette évolution, de ce groupe qui propose un changement politique qu'il prétend essentiel et fondamental. Alors, la première chose à voir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un changement, disons, d'orientation. C'est le capital financier qui reste au pouvoir. Simplement, il est dans une époque où ils essayent, les gens qui sont au pouvoir, savent qu'avec aujourd'hui et la façon dont il fonctionne aujourd'hui, on arrive au bout d'un système, et ils veulent engendrer une mutation de ce système. Alors, ce système aujourd'hui, là où on est arrivé, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, c'est un système d'asservissement par la dette où on a transformé le salariat en précariat, où on est payé à la pièce comme des livreurs ou des chauffeurs d'Uber, et où les minima sociaux sont réduits et le ruissellement se fait en faveur du 1% et même du 5% les plus riches. Donc ce système ne peut pas durer. Ils ont essayé de le faire durer avec des taux d'intérêt pratiquement égaux ou inférieurs à zéro pour créer un système où l'argent puisse circuler. D'où les milliards, les dizaines de milliards, les centaines de milliards émis par toutes les banques centrales. La Banque centrale européenne en particulier, 1350 milliards, bientôt plus, la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon. Alors, ce système, à un certain moment, suppose que les dettes soient remboursées. François Villeroy de Gallereau, par exemple, de la Banque de France, nous a dit la dette, on doit toujours la payer. C'est la même chose que dit Christine Lagarde. Peut-être on donnera des délais, mais il faudra toujours la payer. C'est ce qu'ils disent. Or, ce système est à bout parce qu'il ne repose plus sur des bases d'une économie réelle, productive, mais il repose sur un capital qu'on a appelé Marx ou les économistes du système américain comme Henry Carey, on rappelle un capital fictif, c'est-à-dire un capital qui ne crée pas une réponse aux besoins d'une humanité future, car il ne développe pas l'école, l'hôpital, le laboratoire et les inventions nouvelles, les disruptions technologiques, comme on les appelle aujourd'hui, qui permettent de produire plus par unité de surface, par travailleur et par matière apportée. Donc, ce système est à bout parce qu'on ne peut pas fonctionner sans cesse dans cet ordre-là. Alors, certains veulent le faire fonctionner encore dans cet ordre-là. C'est les conceptions de la Société du Mont Pèlerin et c'est les conceptions de Friedrich Hayek qui disent, voilà, on peut continuer, et en particulier, il y a des gens en Allemagne, mais aussi en Angleterre, qui veulent continuer avec ce système, avec cet ordre-là. D'autres disent, on ne peut pas continuer, mais il faut garder notre pouvoir. D'où une mutation qui est une mutation de ce capital vers un système de contrôle qui ne laissera plus aux États le pouvoir, mais le pouvoir sera pris par ce qu'on appelle la big tech ou la fintech, c'est-à-dire des institutions financières qui contrôleront les banques centrales, qui, elles, contrôleront les États, et qui auront un pouvoir déterminant en matière, en particulier, de crédit à la consommation ou de paiement. C'était le cas des accords entre Goldman Sachs et c'est Apple et Google et Citigroup. Donc, nous avons ces accords en place, ce système en place. Il y en a même vu en Chine des gens comme Jack Ma essayer aussi de le mettre en place avec des caractéristiques chinoises. Donc, ce système, c'est le projet de ce groupe de Davos, mais pas seulement. C'est le projet de tout un ordre financier qui veut s'appuyer
sur une conception dévoyée de l'écologie. Alors, c'est la finance verte qui vise à créer des circuits financiers qui orienteront vers des formes de production qui ne sont plus des formes de production dans l'économie réelle, mais dans une sorte d'économie de la communication, d'économie de la réduction de la densité de flux d'énergie et de flux de technologie, c'est-à-dire une économie dans laquelle on fera une réduction donc de la capacité d'accueil, parce qu'on ne produira pas assez pour les générations futures, d'où une conception attachée à cette vision, une conception des populations, en disant que le monde est trop peuplé, qu'il y a un risque démographique et en particulier un risque dont on accuse évidemment les pays du Sud. Alors, en réalité, c'est une mutation qui est une mutation basée, puisqu'elle suppose une incapacité à assurer une société où les gens vivent avec un salaire décent. On l'a vu avec le Covid aujourd'hui, les gens vivent avec 84% de leur salaire et on les accoutume peu à peu à vivre de cette façon, une vie rétrécie. Il y a toute une accoutumance qu'on appelle la destruction créatrice, où l'on remplacera des métiers anciens par des métiers nouveaux, mais on sera incapable, puisqu'on n'est pas dans une société de production physique permettant de créer du salariat, on créera des exclus qu'on essaiera d'entretenir dans des distractions ou des versements d'un certain minimum pour continuer à vivre ou qu'on éliminera. Donc c'est une politique qui est une politique malthusienne. Et le financier et le malthusien sont étroitement associés dans cette vision. Ah oui, on me dira, mais non, ce n'est pas du tout ce que dit le groupe de Davos. Eux disent que c'est une période de redistribution massive des richesses, je lis, des riches vers les pauvres et du capital vers le travail. Et c'est un nouveau contrat social. Ça, c'est l'apparence. C'est un peu comme Potemkin montrer des maisons peintes par devant et par derrière, il n'y avait rien. Là, c'est exactement ce qui est fait. Et dans ce système, on a une économie de marché sans marché. C'est là qu'il y a l'évolution, contrôlée par les algorithmes des banques centrales, comme elles contrôlent aussi les bourses, et on contrôlera le comportement des gens, puisque si on connaît les paiements, si on connaît les crédits à la consommation, et si on peut suivre en tout, avec Tinder par exemple, on peut suivre en tout le comportement des gens, ben on peut parfaitement les contrôler, et on a un état de surveillance de masse. Et c'est ça le projet réel de Davos, qui est en réalité un projet d'un pas en avant vers un capitalisme financier qui produira ou créera beaucoup d'opposition, d'où cet état de surveillance de masse. Alors, évidemment, on dira, comment pouvez-vous dire ça? Davos, il parle, par exemple, de transition écologique. Est-ce que vous pouvez croire un instant à ce que ces gens croient à la transition écologique, alors que toutes les réunions de Davos précédentes, les assistants, les grandes fortunes du monde, les grands dirigeants, venaient en jet privé avec une empreinte écologique polluante énorme. Donc ces gens sont des gens qui sont dans une société de mensonges. Alors par rapport à cela, il y a la réunion des victimes. Et les victimes, on les détourne du problème réel, dont nous allons vous parler ce soir, dans toute une série de conspirations, dans toute une série de visions sur tel ou tel élément, de telle exagération, sans voir qu'il y a une logique et que cela se fait au vu au su de tous. C'est en pleine, disons, clarté que ça se fait. Et ça se fait, évidemment, masqué par toute cette idéologie qui vise à le cacher. Alors, on voit les reflets en France. Dès que vous avez une réflexion sur la dette, c'est la commission sur la dette qui a été créée en France. Vous avez des gens qui organisent le paiement ou le remboursement de la dette. Alors là, sont mélangés des gens comme Jean Arthuis, qui sont des plus classiques, avec des gens comme Laurence Parisot ou d'autres qui ont été les conseillers de Schröder dans sa politique d'austérité, qui sont là et qui réfléchissent à comment on fera payer la dette
je dirais, en enfumant les gens pour qu'ils marchent dans ce système. Et vous avez des États de plus en plus contrôlés par les cercles de réflexion, comme l'Institut Montaigne en France, ou d'autres, comme, je ne sais pas, Terra Nova à gauche ou Covipol plus à droite. Vous aurez un contrôle par ces cercles de réflexion et par des cabinets de conseil. Vous aurez McKinsey, dont on a beaucoup parlé, et vous aurez Ernst & Young, vous aurez toute une série de cabinets de conseil. Donc, l'idée, c'est de créer chez les États un abaissement, une obéissance à ce système de banque centrale dominée par la big tech, et au niveau des individus, une surveillance de masse et dans laquelle d'eux-mêmes, on incitera les individus à fournir des données. C'est la servitude volontaire. Donc voilà ce système qui se met en place et dont on va vous parler ce soir. Ce qu'il faut évidemment éviter, parce que c'est un égarement voulu de la part de ce système, c'est de tomber dans ce que certains appellent une apophénie mentale, c'est-à-dire des combinaisons entre les choses qui n'en ont pas, les gens sont en désarroi et finissent par être convaincus. C'est QAnon, c'est les cancel culture, c'est tout le mouvement décolonial, c'est le colonialisme qui reste dans l'esprit des gens, et tout ça crée toute une série de faux débats qui ne permettent pas d'aller à la cause fondamentale et d'organiser politiquement contre cela. Donc, on vous parlera ce soir à la fois de comment marche ce projet et comment nous pouvons le combattre et avec quels moyens. Donc, Karel, Benoît, c'est à vous. Bien, alors là, juste pour les personnes, merci Jacques Cheminade. Pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, donc là, la vidéo Facebook va s'arrêter ici et tous ceux qui veulent continuer à suivre, ils doivent basculer sur Zoom. Donc pour ça, on vous a mis le nécessaire pour pouvoir vous inscrire et recueillir le lien Zoom pour tout de suite vous mettre sur la plateforme. Voilà, donc je laisse la parole donc à Karel Verheuken. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, pour compléter ce que Jacques Cheminade vient de poser, voilà les choses suivantes. Tout d'abord, donc, ce sommet de Davos, en réalité, c'est une semaine complète. Ça commence lundi et tous les jours, donc, jusqu'à vendredi. Donc, c'est le 51e réunion annuelle. Avec un autre, donc là, ça se fera en visioconférence et comme Jacques l'a dit, ils vont tenter de faire un autre sommet donc en présentiel à Singapour au mois de mai. Mais déjà, bon, Davos, il faut savoir que c'est un budget pour faire ce genre d'événement. Davos, ils ont un budget de 200 millions d'euros par an. Et c'est un carnet d'adresses, évidemment, après 50 ans de Davos, qui était l'endroit où il fallait être pour savoir ce qui se passait, comment les élites pensaient, comment ils pouvaient se préserver leurs profits et leur système. Évidemment, c'est un énorme réseau et une caisse de résonance absolument énorme où tout le monde doit être. Donc, il y aura au moins 500 PDG qui vont participer, dont les poids lourds de la capitalisation boursière, sur les 10 les plus grands. Les 7 les plus grands seront participants. Il y aura les patrons d'AXA, de Nestlé, de BlackRock, de Publicis, de tout ce que vous voulez. Plus, au même temps, Davos, c'est aussi les Young Leaders, dont en 2004 faisait partie même Emmanuel Macron, mais aussi, par exemple, Tulsi Gabbard, qui elle, a eu moins de chance, qui n'a pas accédé au pouvoir. Mais c'est aussi un réseau de 10 à 15 000 personnes, notamment des 18 à 25 ans, des Global Shapers, qui sont des activistes locaux sur lesquels Davos compte énormément. J'ai vu une interview avec un des responsables qui disait « Oui, nous, à Davos, bon, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir imposer nos vues et nos programmes, mais on compte surtout que tous ces gens-là vont aller dans la rue et à travers la jeunesse, ils vont imposer en fait ce que les élites ont pensé pour eux. En fait, ces activistes, surtout du climat, excusez-moi, vont être appelés à, disons, se manifester d'une façon décisive. Alors, dès lundi, donc,
après, puisque ça devient le lieu où y compris les chefs d'État doivent être pour exister. Vous avez donc lundi le président chinois Xi Jinping qui parlera à 13 h. À 8 h, vous aurez le secrétaire général de l'ONU, Guterres, à 18 h. Mardi, vous aurez le président sud-africain, suivi à 11 h par Ursula von der Leyen pour la Commission européenne, de la chancelière Merkel à 13 h et du président français mardi à 15 h. Mercredi, vous avez le président de la Corée du Sud, le premier ministre italien, Giuseppe Conte, qui prend la tête du G20, donc sur laquelle Davos compte beaucoup pour imposer le paradigme vert. Et vous aurez Netanyahou à 15 h qui va venir expliquer comment Israël a été vacciné. Jeudi, vous aurez le roi de Jordanie à 11 h, le premier ministre indien Modi à 13 h et le président argentin à 18h30. Ensuite, vendredi, le premier ministre de Singapour, le premier ministre japonais. À cela, il faut ajouter le premier ministre de la Grèce, de l'Espagne, le président de Colombie, de Costa Rica, de Rwanda, de Ghana et de la Suisse, plus le patron de l'OMS et évidemment John Kerry, qui va envoyer des messages puisque c'est le responsable climat de la nouvelle administration qui va aussi intervenir. Donc, vous avez toute tous ces gens qui viendront parler de ce qu'ils font dans ce cadre-là du Great Reset, comment ils font ça. Ils doivent être au rendez-vous pour avoir l'aval et des milieux financiers et des médias, et donc ils y seront. Alors, le programme officiel, je vais après vous parler du programme réel qui est derrière. Donc, le fondateur du Forum économique mondial, c'est donc le fameux Klaus Schwab, qui est un Allemand qui vit à Genève. Alors lui, il vient de faire une conférence de presse donc, il y a 3 jours où il dit il faut la sortie de la pandémie en posant les bases d'une croissance plus résiliente, plus inclusive et plus durable. Pour ça, il faut rétablir la confiance, il faut rétablir une coopération globale, parce que donc tout ce qui s'est passé avec le Brexit et le vote de Trump, ça a été franchement désordre. Et maintenant, tout le monde doit devenir non pas des shareholders, on ne veut pas une société des actionnaires qui veulent que le profit immédiat, il faut être des stakeholders, c'est-à-dire des gens qui sont partie prenante dans un projet de société. Alors, nous lançons un processus pour construire l'avenir. On fera d'abord l'état des lieux. Il y a eu 300 task force qui sont réunis donc, pour construire l'agenda de la semaine. Et il y a eu 2 sommets préparatoires pour préparer tout cela. Donc, c'est absolument énorme. C'est un énorme rouleau compresseur. Alors, les 5 objectifs officiels, c'est donc concevoir des systèmes économiques résilients, envisager la transformation de l'industrie et de la croissance. Ensuite, la gestion, ce qu'ils appellent eux les communs, c'est-à-dire les biens communs de l'humanité, qui sont l'eau, qui sont l'océan, qui sont le climat. Ensuite, développer les technologies pour la 4e révolution industrielle. Et là, on n'est pas dans les écolos décroissants, on est dans toute cette apparence de la haute technologie et du futurisme, dont la 5G, bien sûr, et le monde d'Internet, la fintech. Et ensuite, à 5e et dernier point du programme officiel, faire avancer la coopération globale et régionale. Eux, ils disent régionale parce que la mondialisation, la gestion mondiale, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en attendant, on peut avoir des régions comme l'Asie ou comme l'Europe qui peuvent se mondialiser quelque peu entre eux pour démarrer. Voilà, ça c'est donc le programme officiel. Maintenant, si vous regardez maintenant, si vous prenez simplement la liste des administrateurs du Forum économique mondial, vous trouvez en réalité exactement les gens dont Jacques a parlé, c'est-à-dire cette clique de financiers pour qui la finance verte, c'est la dernière bouée de sauvetage pour se refaire une santé. En réalité, donc, depuis 2008, on a un système financier mondial qui est en faillite et qui
qui est un entassement de titres toxiques, et que la seule façon dans ce monde-là pour redonner de la valeur à tout un paquet donc, de capital fictif, c'est d'organiser ce déménagement, mes amis écologistes diront un greenwashing mondial illimité, c'est-à-dire de déménager les profits de la bulle brune vers la bulle verte. Parce que si j'ai ici la liste des administrateurs, qui vous avez là-dedans, c'est Mark Carney, c'est Larry Fink, donc, qui est administrateur du Forum mondial de Davos, c'est Kristalina Georgieva du Fonds monétaire international, c'est Al Gore, un grand humaniste que nous connaissons tous, c'est Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, c'est Christine Lagarde et c'est aussi Jack Ma. Donc, c'est l'homme qui a tenté de, quelque part, créer un État dans l'État chinois en s'engageant dans une digitalisation, une monnaie digitale qui, contrairement à la volonté du gouvernement chinois, allait créer un État privé au sein de la Chine. Donc, si vous prenez tous ces gens-là, c'est exactement les mêmes. Les administrateurs du Forum de Davos, c'est exactement les gens qui sont engagés dans cette grande escroquerie de la finance verte. Et donc, vous avez ce qu'on présente officiellement et ce qui peut attirer les chefs d'État, qui sont des sujets techniques et académiques extrêmement intéressants. Après, vous avez ces gens-là dont on connaît, disons, le véritable but. Alors, maintenant, en fait, le départ, je vais vous partager quelques images sur l'écran. Alors, est-ce que je peux partager des images ou pas? L'animateur. C'est pas activé cette fonction. Ah, ça marche. Voilà. Ça devrait marcher. Ça s'ouvre. Il faut partager la photo. Vous voyez la photo là? Non, on ne voit pas. Il faut partager la photo elle-même, pas le dossier. Ah, ok. Attends. Je ferme. Comment je peux faire? C'est compliqué. Tu ouvres d'abord la photo et ensuite tu la partages. Ah oui, attends. Attends, donc j'arrête le partage parce que sinon... On passe à la suite. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire 100. Donc, oups. Bon, je continue. Donc, alors, une des choses donc, qui a été l'élément en fait phare, l'événement clé en fait pour lancer donc ce grand débat sur le Great Reset, la grande réinitialisation ou la remise à zéro de l'économie mondiale, ça a été donc la publication d'un livre qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation, qui a été donc publié en anglais, en allemand, en espagnol et en français, et qui a été écrit par Klaus Schwab et Thierry Malleret. Donc, Klaus Schwab, c'est un professeur, c'est un ingénieur économiste allemand, qui est le fondateur historique du Forum économique mondial. Et Thierry Malleret, en fait, c'est un consultant, ancien banquier d'affaires, c'est un haut fonctionnaire français qui a passé 3 ans dans le cabinet de Michel Rocard, qui a travaillé pour la Baird avec Jacques Attali à Londres, et qui petit à petit s'est mis donc à travailler pour le Forum économique mondial de Davos. Alors,
Donc, ce livre de 225 pages, en fait, quand vous le lisez, vous voyez que pour eux, le grand reset, ce n'est pas seulement l'économie et l'environnement, c'est absolument tout. Ça touche tous les domaines. Ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche la vie personnelle. Il y a tout un bouillonnement là-dessus. Ça part donc de la vieille idée qui était déjà donc développée par Jacques Attali en 2009, au moment de l'épidémie H1N1. Jacques Attali avait fait un éditorial disant, voilà, cette épidémie, ça crée la peur, c'est très intéressant, c'est une peur structurante, et on peut utiliser cette peur pour amener les gens donc à accepter des réformes qui, à terme, deviendront la base d'un gouvernement mondial. Après tout, même en France, le début de l'État français, ça a été l'hôpital et la santé, etc. Donc, on voit de nouveau donc, ces gens-là, donc, le grand argument de l'anxiogène et de la peur, c'est de dire, voilà, la Covid-19, ce n'était pas un signe noir, c'était un signe blanc. C'est-à-dire, tout le monde savait que dans la mondialisation, où les gens peuvent circuler partout, où il y a une densité de population, où il y a des poches de pauvreté à des endroits donnés, à un moment donné, on peut voir apparaître des épidémies qui, très rapidement, vont se répandre à l'ensemble de la planète. Et ça, tout le monde, y compris Bill Gates, disons, c'était quelque chose de parfaitement prévisible. D'où la folie aujourd'hui, quand on voit à quel point les États n'ont pas été préparés. Mais tout cela, pour Schwab et Mallory, l'apparition de la Covid n'est que la preuve, ça ne vient que confirmer que, en fait, pour le climat, ça va être pareil, en fait. C'est-à-dire, on va vers une catastrophe climatique. Et donc maintenant, la leçon de la Covid, c'est qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait avec la Covid. Et donc maintenant, il faut tout de suite faire cette décarbonisation de l'économie mondiale, dont Benoît va parler tout à l'heure, pour faire face donc à cette crise énorme. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que en fait, un des facteurs, et ça on tend à le sous-estimer, c'est que ces gens-là sont des gestionnaires non seulement d'argent, mais de population. Et surtout donc, quand ils ont écrit le livre, donc c'était au mois de juin, en fait, Henry Kissinger venait d'écrire une colonne dans le Wall Street Journal le 3 avril, où il dit la chose suivante. Il dit « Les nations gardent leur cohésion et prospèrent à partir de l'idée que leurs institutions peuvent anticiper les catastrophes et réduire l'impact et rétablir la stabilité. Quand la crise de la Covid sera derrière nous, dans de nombreux pays, bon nombre d'institutions seront perçues comme ayant échoué. » C'est-à-dire que déjà, donc, on a la crise de 2008 qui n'a pas été, disons, on a obligé tous les États de racheter, de renflouer par les bail-outs avec l'argent public, l'argent des contribuables. On a sauvé tous les spéculateurs qui avaient fauté. Personne n'a été en prison et on ne les a pas mis en règlement judiciaire, en banqueroute organisée. Donc, les États, après, ont été complètement plombés par la dette. Après, ils ont fait des plans d'austérité en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Italie et finalement en Grèce. Et tout cela, donc, ça a créé une émeute électorale qu'on a vue avec le vote Trump aux États-Unis et avec le vote pour le Brexit. Et donc, ces gens-là sont en train de dire, déjà, on a du mal, en plus en France, on a eu les Gilets jaunes avant la crise de la Covid. Donc, tous ceux-là sont en train de dire, si en plus, maintenant, il y a la Covid, on va falloir imposer ces mesures sanitaires, à un moment donné, ça sera absolument ingérable. Donc, le grand appel, en fait, de ce livre, en grande partie, c'est un appel pour dire ce que Jacques vient de mentionner, c'est-à-dire, ils disent que la pandémie de la Covid, ça sonne en partie le glas du néolibéralisme. Parce qu'à un moment donné, il va falloir, pour tenir, il va falloir peut-être sortir le chéquier
et donner un minimum de garantie au niveau salaire, au niveau santé publique, pour que les populations ne finissent pas par complètement mettre par terre les régimes et les systèmes actuels. Donc, c'est un peu... Évidemment, aujourd'hui, on a entendu Emmanuel Macron qui maintenant va donner 2 repas de 1 euro aux étudiants. Quelle générosité! Et ce ne sera pas seulement un repas pour 1 euro aux étudiants qui sont boursiers. Donc, tous les étudiants de France auront droit maintenant à 2 repas par jour à 1 euro. Donc voilà, c'est le genre d'acte qui... Il faut peut-être se rappeler aussi qu'à la fin de l'Empire romain a fait 2 choses. C'est que d'une part, puisque les esclaves quittaient leurs terres pour se réfugier à Rome, il n'y avait plus personne pour produire la nourriture. Donc, on a inventé le servage, c'est-à-dire qu'on a donné des terres aux esclaves qui sont devenus des serfs. Mais voilà, ils avaient leur petite terre, ils pouvaient produire un peu, manger un peu, mais l'essentiel de leur production, ça servait le maintien de l'Empire romain. Ensuite, on a donné le pain et les jeux, c'est-à-dire qu'on nourrissait les gens et voilà, on organisait les jeux pour occuper leurs esprits. Donc, on est un peu dans cet état de situation de fin d'un monde, de leur monde. On est à la fin de leur monde. Et en fait, donc là, Davos est en train de dire, messieurs les élites, soyez intelligents, sortez le chéquier, faites un petit geste, parce que sinon, donc quelque part, la peur a changé de camp, et qu'en fait, il y a une très grande crainte que les choses sortent hors contrôle par la non-acceptation par les peuples de ce qui est en train de leur tomber dessus. Donc, et ça, on le voit aussi actuellement donc, dans la nouvelle administration Biden. Biden a donc annoncé un plan de relance de 1900 milliards, et notamment, cela comprend notamment l'augmentation du salaire minimum aux États-Unis. Tellement les choses sont mal au point. Alors, ce n'est pas étonnant parce que celui qui vient de nommer, qui est Brian Deese, qui vient d'être nommé donc, président du Conseil économique de Biden, c'est un jeune qui vient directement de BlackRock. C'est l'homme qui était en charge chez BlackRock de la gestion des actifs verts et du développement durable. C'est un ami de Larry Summers, qui était le grand ennemi du Glass-Steagall, le fameux conseiller de Clinton et d'Obama, qui a créé bien les situations où des milliers de Trump viendront contester le système. Ces gens-là, aujourd'hui, sont de nouveau de retour. Et donc, en tout cas, Brian Deese est en train de convaincre effectivement Biden de lâcher un peu les rênes pour que, au moins, pour que pas tout le monde soit étouffé, et pas seulement par les policiers américains, mais par leur situation économique. Donc, ce qu'on voit, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Jacques Cheminade qui dit qu'il ne faut absolument pas être dupe, qu'on est devant une merde dans un bas de soie, et même si le bas a une belle couleur, c'est quand même de la merde ce qui est dedans. Une fois de plus, je dirais, l'oligarchie opère ici comme la fameuse société fabienne britannique, qui avait totalement perverti la social-démocratie. Son emblème, c'était un loup déguisé en peau de mouton. Et comme ça, le loup pouvait tromper bien des moutons, mais j'espère pas vous. Lino Larouche, en 1976, avait mis en garde contre l'arrivée d'un fascisme au visage humain. Il ne sera pas imposé d'en haut, mais il sera réclamé par nous-mêmes, avec des gens qui réclameront ces fameux camps de concentration sans larmes dont parlait Huxley. Donc le but de Davos, c'est pas d'imposer, c'est pire que de vouloir imposer ou de faire adopter un programme, mais c'est vraiment la réinitialisation des cerveaux, parce qu'on crée un paradigme complètement pollué. Ce que cherche à faire Davos, c'est d'imposer un paradigme vert. Ceux qui se soumettent à cette vérité indiscutable, celle d'une finance globalisée et d'une urgence climatique exigeant la décarbonisation complète de l'économie mondiale, eux se verront offrir des bonnes carrières, ils auront le droit à la parole,
Ils pourront fanfaronner sous la lumière des projecteurs. Ceux qui contesteront ce qui est désormais quasiment une nouvelle religion seront punis parce que le président mexicain appelle désormais une nouvelle Sainte Inquisition. Voilà. Maintenant, je vais passer donc la parole à Benoît pour préciser en quoi ce nouveau paradigme vert est tellement destructeur et fasciste, parce qu'il faut plutôt parler d'un fascisme au visage vert. Merci. Merci, Karel. Si Maël, tu as quelque chose à ajouter ou... Non, je te remercie, Karel. Je vais laisser la parole à Benoît. Juste de rappeler que voilà, les questions sont à poser dans la double bulle en bas de l'écran QR. Voilà, à toi, Benoît. Ok, alors accrochez-vous, puisque je vais essayer de mettre en évidence devant vous la fraude totale de ce Great Reset et par la même occasion de tout ce qu'on appelle la transition verte. Et je pense que ça va... Bon, on peut en parler comme si c'était, disons, quelque chose de sympathique, hein, parce que le vert, c'est une belle couleur. Mais vous allez voir que ce qu'il y a derrière, c'est pas de la science, c'est de l'idéologie. Et quand on va gratter un petit peu, on se rend compte que ce qui va être créé, c'est plutôt une pénurie énergétique mondiale. Et c'est ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des gens, enfin, en termes géopolitiques, on a les pays en développement qui sont en train de vouloir se développer. Donc, ils mettent une pression, on va dire, politique sur les pays occidentaux pour dire laissez-nous notre droit à créer de la richesse, à créer des conditions meilleures pour nos citoyens. Et face à cette pression-là, on a le Great Reset qui est justement là pour empêcher cette on va dire, renaissance des pays pauvres et des pays encore non développés. Je pense que si on le voit de ce point de vue-là, on peut comprendre beaucoup mieux ce que c'est que le Great Reset. C'est vraiment une entreprise géopolitique. Après, c'est aussi quelque chose qui va contre les pays déjà industrialisés pour leur faire accepter l'austérité. Et rien de mieux que le vert pour nous faire accepter ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, eh bien, il faut le prouver. Et c'est un peu le but de mon intervention, c'est de vous prouver que ce que je raconte n'est pas n'importe quoi. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint pour vous expliquer. Donc, ça, faut vous accrocher, il y a pas mal de notions qui vont être abordées, mais je pense que, voilà, avec beaucoup d'explications bien senties, vous allez comprendre pas mal des enjeux qui se jouent. Pourquoi je parle de... Alors déjà, une première notion, je dirais, c'est que dans l'histoire humaine, là j'ai mis la frise du temps avec c'est une vidéo que j'avais faite qui s'appelait La croissance infinie sur la chaîne YouTube de SCP, vous pouvez la retrouver. Ça montre au cours du temps comment est-ce que l'humanité crée des plateformes économiques, des plateformes physiques de développement pour pouvoir à la fois grandir, se développer et avoir un meilleur niveau de vie pour plus de gens. Et à chaque plateforme correspond finalement à disons une source énergétique. On peut voir voilà, le feu de bois, ensuite c'est plutôt le vent, l'eau, le charbon, jusqu'au pétrole, au nucléaire. Et on a actuellement un retour au renouvelable qui, si vous voyez le code couleur, est à peu près la même chose qu'il y a 2000 ans, donc, ou 1000 ans, pardon. Donc c'est quelque chose qui est un peu préoccupant. On se demande si finalement ces renouvelables ne vont pas être disons une plateforme du passé qui va empêcher les pays de se développer. Ça va être un peu le cœur de mon propos. Alors, ce qui va servir finalement les gens du Great Reset à imposer finalement la pauvreté énergétique au reste du monde, ça va être la question du climat. Donc on sait que selon les thèses, on va dire, en vigueur, pour empêcher les 2 degrés de réchauffement, on doit laisser le plus possible de combustibles fossiles dans le sol.
D'accord? Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avec les accords de Paris là-dessus. Mais là, voilà, on a des études, par exemple, dans Nature, dans l'université alors je ne sais plus c'est quoi déjà, UCL, bon bref. Vous avez, c'est London, pardon, voilà, c'est à London. Vous avez des gens qui réfléchissent à combien exactement il faut laisser dans le sol et surtout qui va devoir les laisser dans le sol. Donc, vous voyez par exemple que pour le charbon, donc c'est le coal, en orange, vous voyez que 82% du charbon doit être laissé dans le sol, selon cette étude. Et quand on regarde un peu qui doit le laisser dans le sol, les États-Unis, 92% de leurs réserves, bon, c'est normal, ils sont plus ou moins développés, ils pourraient passer à autre chose. Mais après, vous avez l'Afrique, bon, l'Australie, la Chine et l'Inde, et les ex-républiques soviétiques. Donc, ils n'ont d'ailleurs pas compris encore qu'on est passé à la Russie et bon, bref, ils n'ont pas les bons codes. Mais en tout cas, on voit quand même que pas mal on va dire de régions pas encore développées sont pris pour cible en disant, voilà, vous ne devez plus utiliser votre charbon. Voilà, c'est 80-90% qu'on ne doit pas exploiter. Alors, c'est quand même bizarre comme ça de s'attaquer à des pays qui, pour la plupart, n'ont que ça pour pouvoir avoir de l'énergie. Pour le gaz, voilà, c'est que 49%, mais voilà, pareil, on se rend compte que c'est surtout l'Afrique qui doit faire des efforts, pas trop les États-Unis, hein, surtout l'Afrique, la Chine et l'Inde, et donc la Russie, et puis les autres, et le Moyen-Orient. Pour le pétrole en bleu, donc là, c'est pareil, on a pas mal la Chine et l'Inde, l'Afrique, voilà, qui doivent faire des efforts et surtout ne pas développer ce qu'il y a en Arctique, parce que en général, c'est plutôt la Russie qui est proche de ces ressources-là. Donc, on voit quand même se pointer un peu des choses un peu géopolitiques. Et d'ailleurs, si on regarde l'autre étude de 2020, donc celle d'en dessous, il parle de redistribution équitable du carbone qu'on ne peut pas brûler. Donc, effectivement, parce que face à ça, on se dit, bon, il y a quand même des pays qui devraient être prioritaires sur le fait d'utiliser encore des ressources carbonées. Donc, ils disent, oui, c'est vrai, donc on va faire ça, mais par contre, il faut se dire que les prix des ressources carbonées dans le futur vont être plus élevés parce que les mécanismes du marché, avec les prix carbone, etc., vont être beaucoup plus chers. Donc, ils leur disent, oui, on peut vous aider, mais ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, on voit qu'il y a une volonté avec le Great Reset et tout ça, d'établir un marché dans lequel les ressources fossiles sont de toute façon économiques. D'accord ? Elles sont très bonnes en général pour avoir de l'énergie, mais pas économiquement. Elles seront rendues plus chères. Donc, c'est vraiment ça l'idée du Great Reset, c'est d'amener voilà, un surenchérissement des énergies fossiles. Et donc, pour ceux qui en dépendent, ça va être très dur. Surtout, voilà, on voit un peu les chiffres concrets de combien on dépense en énergie chaque année pour faire vivre les gens. On voit que c'est quand même 90% des énergies fossiles. Hein, on voit les énergies renouvelables solaires et éoliennes, c'est pas grand-chose. Même le nucléaire, d'ailleurs, hein, c'est pas grand-chose. Donc, on voit que s'en débarrasser, c'est pas non plus une petite affaire. Si on regarde l'évolution en fait par région, on voit que c'est quand même surtout l'Asie-Pacifique qui crée la plus grande dynamique de consommation, avec la Chine évidemment qui est moteur fondamental là-dedans. Donc, dire qu'on doit décarboner, c'est quand même une attaque assez claire sur tous ces pays-là qui essayent de s'en sortir. Si on regarde par exemple des chiffres du mix énergétique de certains de ces pays, on voit que ce n'est même pas seulement le charbon, hein, c'est aussi juste la biomasse, qu'on appelle la biomasse d'habitude, mais c'est en fait le bois de chauffage qui donne beaucoup de particules très, très toxiques, etc., et qui crée un taux de mortalité énorme. Donc on voit que dans certains pays, on a l'exemple du Ghana, où c'est le bois de chauffage et le charbon qui sont les principaux vecteurs énergétiques. Donc voilà, une transition, d'accord, mais il faut prendre aussi en compte les réalités du terrain. Et c'est ça qui est important.
si on regarde les projections à long terme, on voit que même, là c'est comment on appelle ça, l'administration de l'information sur l'énergie aux États-Unis, qui montre quand même que même en 2050, même si on met à fond, disons, des moyens dans les renouvelables, ils n'auront que 28% de la consommation énergétique globale. Ce n'est pas grand-chose, et surtout dans les 28%, on a pas mal d'hydroélectricité, donc qui est, on va dire, la plus honorable des sources renouvelables, même si elle crée d'autres problèmes aussi. Mais bon, elle a une bonne image. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'on voit quand même que l'idée de passer à 100% de renouvelables, elle n'est pas immédiatement évidente. Et en fait, pourquoi c'est normal de penser que c'est pas évident? C'est parce que ils sont pas aussi beaux que ça, voilà, les renouvelables, parce que physiquement parlant, on a des critères pour juger de la pertinence d'une énergie. Donc là, j'en ai pris 3, qui sont ce que aussi Jacques avait dit dans son introduction. Mais voilà, on a par exemple le taux de retour énergétique, c'est combien d'énergie on récupère après avoir dépensé l'énergie pour fabriquer disons le réacteur, enfin en tout cas la source d'énergie. La densité de puissance, c'est-à-dire en watts par mètre carré, combien on génère par mètre carré disons, installé, et la quantité de matière utilisée dans le dispositif par térawattheure produit. Donc térawattheure, c'est l'énergie, ça peut être électrique notamment, mais c'est aussi, ça peut être, enfin c'est surtout électrique, mais bon, bref. Donc c'est la quantité de matière incorporée dans le dispositif qui crée l'énergie et rapportée à ce qu'il produit comme énergie. Donc ça, c'est des critères qu'on peut regarder. Ça, j'en ai parlé dans une de mes vidéos récentes sur le Great Reset, c'est le taux de retour énergétique. Ça a été une étude d'une équipe allemande en 2013. Ils ont pris le cas allemand, qui est quand même un cas assez typique hein, dans le monde et en Europe, et où ils ont montré que, donc c'est les barres en bleu notamment d'abord, c'est que le taux de retour énergétique était de toute façon déjà pour la plupart des renouvelables inférieur à celui du charbon, à de l'hydraulique et au nucléaire. Mais qu'il y en avait certains qui étaient encore au-dessus du seuil de viabilité économique, c'est-à-dire que certes, on avait plus d'énergie qu'on en dépensait, donc c'est quand même pas mal, on n'est pas en négatif, mais c'est juste qu'il faut quand même qu'il y ait des surplus qui soient relativement suffisants pour que l'économie qui se fait tout autour de cette énergie soit viable. Parce qu'on ne va pas passer notre vie à faire de l'énergie, en fait, pour pouvoir faire de l'énergie. Voilà. Il y a un moment, il y a d'autres choses dans la vie. Donc, il faut qu'il y ait un surplus par rapport à ce qui est, on va dire, le quotidien, en fait, faire vivre le quotidien. Donc, c'est ça que mesure, en fait, le taux de retour énergétique. Et alors, dans cette étude, il montre que si on commence à mettre du stockage, en fait, c'est-à-dire qu'on veut que l'énergie, elle soit pas intermittente, mais qu'elle soit quelque chose de stable. Et bien là, en fait, ça diminue totalement en fait le taux de retour énergétique parce qu'il faut mettre tout un tas de dispositifs, des batteries, des steps, ce que vous voulez, et on se retrouve en dessous du seuil de viabilité économique. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on a une viabilité économique physique. Là, encore une fois, c'est du taux de retour énergétique. Hein, donc, c'est physique. Ce n'est pas juste de l'argent. Là, c'est physique. On est en dessous de ce qui est nécessaire pour faire vivre une société. Donc, ça, c'est de la décroissance obligatoire, finalement. Donc, voilà déjà un premier point. Le deuxième point, c'est la densité de puissance. On sait que dans chaque type d'énergie, il n'y a pas la même densité d'énergie. Voilà. Dans le bois, le charbon, le pétrole, l'uranium, on a de plus en plus disons, une densification de cette énergie. Ce que ça veut dire pour les énergies renouvelables, c'est que pour une centrale nucléaire, il faut 200 éoliennes, voire peut-être plus, et 1500 hectares de panneaux solaires. C'est-à-dire pour ceux qui défendent le marais de Notre-Dame-des-Landes, bon, sachez que si vous êtes pour les panneaux solaires, c'est un peu contradictoire. Ça, c'est le deuxième critère.
Troisième critère, les matériaux incorporés pour produire les dispositifs qui vont créer de l'énergie. Donc là, vous avez par exemple une étude du département de l'énergie américain de 2015. Donc vous avez à gauche, par exemple, c'est le solaire photovoltaïque. Vous voyez qu'en vert, c'est l'acier, en orange, le ciment, en bleu, le béton, en bleu foncé, c'est le verre, et d'autres ressources en violet. Donc ça, c'est les tonnes de matériaux requis pour produire 1 TWh. Donc, c'est-à-dire 1000 milliards de wattheures. Donc, vous voyez déjà qu'il faut beaucoup de matériaux pour produire 1 TWh avec du solaire. Pour l'hydro et l'éolien, c'est un peu moins, mais c'est quand même assez énorme. Et le nucléaire a disons un ratio de tonnes de matériaux par térawattheure produit qui est très faible. Donc, on voit que c'est un principe de moindre action, un principe d'économie, finalement, physique, le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables intermittentes. Ça, c'est les matériaux, on va dire, voilà, acier, béton, verre, voilà, c'est tous les matériaux un peu basiques. Mais après, si vous prenez même les matières incorporées, voilà, qui sont très, très diffuses, là, c'est un petit peu moins clair parce que ce que vous voyez en violet, par exemple, c'est le nucléaire. Ce que vous voyez en bleu clair, c'est l'éolien. Et ce que vous voyez en rose, c'est le solaire photovoltaïque. Donc, le solaire photovoltaïque aussi est très demandeur en plein d'autres petites matières. Le nucléaire aussi, il faut le savoir, mais beaucoup moins. Et il est à égalité avec l'éolien sur ça. Voilà. Donc, au moins, on peut avoir des critères, savoir physiquement qu'est-ce qui est vraiment demandeur en mine. Et si on veut faire une transition énergétique avec des renouvelables, il faut se demander combien de mines on va devoir ouvrir pour pouvoir fournir tous les matériaux. C'est aussi à ça qu'il faut il faut se poser la question. Donc voilà, malgré ça, on entend souvent et on voit beaucoup d'études récemment qui disent oui, mais les renouvelables coûtent de moins en moins cher. Alors, quand on dit coûte de moins en moins cher, c'est en dollars. Hein. Et c'est ce qu'on a inventé, cette idée du coût actualisé de l'énergie. LCOE en anglais, Levelized Cost of Energy. Donc ça, c'est quoi? C'est le coût en dollars de la génération d'énergie quand on prend en compte tout le cycle de vie, de l'extraction de la ressource jusqu'au démantèlement de l'équipement énergétique. Donc c'est vraiment, on prend tout le cycle de vie. Et ça, au moins, il y a une honnêteté là-dedans, c'est de prendre tout le cycle de vie, ce qui, jusqu'à présent, des fois, n'était pas évident. Donc là, on voit en dollars. Alors, il y a un site, le site de l'Agence de l'énergie internationale, l'Agence internationale de l'énergie, qui vient de publier d'ailleurs un calculateur. Donc, vous pouvez calculer tout ce que vous voulez là-dessus pour savoir quelles sont toutes les technologies, quel est leur LCOE, leur coût actualisé sur le cycle de vie. Donc, ce que vous pouvez voir, par exemple, je vais voir si vous voyez ma souris. Donc, ici, vous avez le nucléaire, le gaz, le charbon. Vous avez ici le nucléaire, mais quand vous faites seulement de la... comment dire vous faites en sorte qu'il y ait plus d'années de prolongation de l'activité. Ça, c'est en prolongeant l'activité. Donc, c'est pas cher quand on prolonge l'activité. C'est plus cher quand on crée un nouveau réacteur de nos jours. Ça, c'est l'éolien terrestre. Donc, vous avez... c'est à peu près au même niveau que le nucléaire finalement, mais il y a une grande marge en fonction des endroits. Ça, c'est offshore, donc voilà. Vous avez le solaire photovoltaïque, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment voir tous les types de technologies, quel est leur coût actualisé en dollars, je précise. Et il y a des disparités par région, par pays même. Voilà. Donc, vous avez en Chine, c'est pas pareil qu'en Europe, ou aux États-Unis, en Inde ou au Japon. Voilà, c'est parce qu'évidemment, les énergies renouvelables n'ont pas les mêmes caractéristiques selon que le soleil est meilleur à un endroit ou le vent, etc. Donc, voilà comment on peut calculer un petit peu les coûts relatifs de chacune. Donc, si on regarde ce tableau, on se dit, bon, finalement, les renouvelables, ce n'est pas si cher, ça a l'air, on peut substituer finalement tout le reste par des renouvelables.
Alors, il y a un problème là-dedans. C'est que, notamment, bon, les renouvelables, déjà, c'est souvent de l'électricité qu'on produit. Et l'électricité, c'est 25% de la consommation d'énergie. Donc, le reste, c'est de la chaleur pour la chimie, pour le déplacement, etc. Donc, déjà, on n'est pas dans les mêmes, disons, dans les mêmes enjeux. Et si vous voyez, par exemple, cette courbe, c'est la production, enfin, la puissance développée par l'éolien en Europe. Vous avez le schéma donc, qui est Wind Europe, c'est le lobby éolien en Europe. Ils ont publié ça en 2018. Donc, la capacité installée, c'est 180 à peu près gigawatts. Mais par contre, ce que ça produit réellement, c'est en bleu en dessous là. C'est-à-dire que vous n'avez jamais la puissance maximale qui est développée. Et c'est même très en dessous de ce que ça pourrait normalement développer. Donc vous voyez, et puis en plus c'est intermittent, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les maximums en hiver plutôt, les minimums en été, etc. Donc ça, comment est-ce qu'on peut se baser sur un truc pareil? Alors vous voyez qu'en 2019, ils ont été un peu plus timides et ils ont enlevé la barre de la capacité installée. Parce que ça faisait trop, vraiment, voilà, c'était un peu trop la honte. Donc, ils ont enlevé cette barre, ils ont mis seulement la courbe de production. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que l'éolien, par exemple, il n'est pas tout le temps en train de produire. Donc, ce problème-là d'une énergie qui n'est pas tout le temps disponible et qui n'est pas à son potentiel maximum, eh ben, ça n'est pas inclus dans le LCOE. Ça n'est pas inclus dans le coût en dollars de ces énergies intermittentes. Donc, il y a un problème de pouvoir valoriser finalement l'inverse, qui est une énergie disponible 24 heures sur 24, robuste et stable. Et ça, c'est la notion, donc il faut aller au-delà du LCOE, il faut aller dans la notion de système LCOE, c'est-à-dire qu'on analyse vraiment le système, l'intégration de cette technologie dans le système énergétique. L'Agence internationale de l'énergie a un système, c'est le Value Adjusted LCE, donc l'ajustement de la valeur, mais c'est à peu près la même chose que je vais présenter là. Ça a été donc une étude de M. Huckert, Falco Huckert, que j'ai d'ailleurs contacté avant cette présentation, donc il m'a expliqué pas mal son concept. Donc l'idée, c'est que vous avez une base du LCOE à laquelle vous allez rajouter en fait les coûts d'intégration de la technologie dans le réseau énergétique de votre territoire. Pourquoi c'est plus cher? Parce que vous avez ce qu'on appelle le grid cost en jaune, c'est-à-dire le coût du réseau, parce que forcément, il va falloir l'adapter à votre réseau, votre dispositif intermittent. Il y a le coût du balancing, donc c'est-à-dire de l'équilibrage du réseau, parce que il va y avoir des chutes de fréquence, etc. Et il faut toujours avoir la fréquence qui reste toujours la même. Vous avez le coût du profil, c'est-à-dire le profil, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus là, c'est ça. Ça, c'est un profil de production. Et c'est ça le principal coût en fait qu'il faudrait rajouter dans le LCE, c'est pour maintenir en fait, le coût de la variation de ce profil. Donc voilà, si on regarde ça, déjà on voit que le prix il est un petit peu plus, il est un peu plus fort que ce qui est dit dans les rubriques qu'on a vues au-dessus. Et il y a aussi donc en bas, vous avez vu la part d'éolien qui serait dans le réseau électrique, par exemple, là c'est pour l'éolien. Plus il y a d'éolien, et plus en fait ces coûts d'intégration augmentent. D'accord ? Donc l'idée qu'on va arriver à 100% d'éolien, c'est pas si évident avec ce type de méthode. Qu'est-ce qu'il y a dans le coût du profil? C'est détaillé ensuite. Vous avez le coût de la surproduction, c'est-à-dire que comme ça produit un peu n'importe comment, il y a des fois où ça produit, on n'en a pas besoin. Et du coup, ça va se perdre je ne sais pas où. Ou alors, c'est un coût où on est obligé d'avoir
payer les gens pour qu'ils prennent votre électricité. Donc ça, c'est le premier coût et ça augmente très, très, très fort quand vous avez 5% ou plus d'éolien dans votre réseau. Ensuite, vous avez le coût du backup, c'est-à-dire tout ce qui est le stockage. Donc là, ça crée quand même une petite couche de prix en plus, parce qu'il faut faire les batteries ou alors les barrages, on va dire, où on pompe de l'eau pour ensuite la rebalancer dans une turbine. Et vous avez ce qu'on appelle le FLH Reduction Cost, c'est le Full Load Hour, c'est les heures de pleine puissance qui, des systèmes en fait non intermittents qu'on doit mettre en place pour pallier à l'intermittence. Donc, par exemple, une centrale à gaz, par exemple, ou à charbon, eh ben, normalement, elle produit, enfin, on va dire, elle produit normalement, sauf qu'il y a des fois, elle ne doit plus produire parce qu'il y a du renouvelable qui vient sur le réseau. Et donc, elle est obligée d'osciller dans sa production. Et ça a un coût. Et vous voyez qu'il n'est pas négligeable quand, quand disons la proportion d'éolien dans le réseau est forte. Pareil pour le solaire en bas à droite, vous voyez que vous avez le même type de profil qui se fait. Donc voilà, déjà si vous avez ça en tête, vous vous rendez compte que quand on vous dit les renouvelables, c'est moins cher maintenant, c'est qu'on n'est pas en train de prendre en compte le système dans son ensemble. Et ça, c'est grave, et ça veut dire qu'il y a une fraude derrière, où on essaie de vous faire manger quelque chose qui est vraiment du poison. Alors, ce que m'a dit M. Huckert quand je l'ai contacté, il m'a dit oui, mais le nucléaire aussi a des coûts d'intégration. Et je lui ai dit d'accord, alors combien? Il dit finalement pas tant que ça. Voilà, donc en fait, même s'il voulait que je ne sois pas trop pro-nucléaire, il était quand même en train de me dire que finalement, comparé aux renouvelables, certes, il y avait des coûts d'intégration pour le nucléaire, mais ils étaient vraiment négligeables par rapport à ceux du renouvelable. Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a toute une pression pour nous faire accepter les renouvelables qui est en fait suspecte. Et je pense que pas mal de pays qui même, vous prenez la Chine ou l'Inde, vous avez pas mal d'investissements qui sont faits dans les renouvelables, mais vous voyez qu'ils ne font pas l'erreur comme les Allemands de mettre tous leurs œufs dans ce panier-là. C'est qu'en parallèle, ils ont un programme nucléaire, ils ont un programme scientifique à marche forcée qui est très intéressant, surtout la Chine, je pense. Mais voilà, ils jouent le jeu finalement de l'oligarchie mondiale, mais ils ne vont pas le jouer jusqu'au bout. Et ça fait vraiment flipper l'oligarchie occidentale notamment, qui veut imposer ce Great Reset pour ça, pour les mettre à genoux finalement. Et voilà, on me dit aussi souvent que, alors c'est mon dernier slide, on me dit, voilà, ce n'est pas les renouvelables d'aujourd'hui qui vont nous sauver, mais c'est ceux de demain. Hein, c'est ceux qui coûteront encore moins cher demain. Et ça, c'est évidemment du sophisme, puisque les choses de demain, dans ces cas-là, on peut parler du nucléaire du futur aussi, hein, qui, lui, ne met pas tout sur, par exemple, l'électricité, mais qui met aussi sur la chaleur, puisqu'il y a surtout de la chaleur qui est produite dans beaucoup de processus industriels et qui sont nécessaires. Donc, l'idée d'avoir aussi quelque chose qui produit de la chaleur et qu'on peut utiliser industriellement, j'ai mis un exemple à droite de tous les processus industriels qui nécessitent des températures. On a 400, 500, 700, 900 degrés, 1000 degrés. Ça, on peut les atteindre avec des réacteurs de 4e génération nucléaires. Donc, à ce moment-là, on va exploser en fait les renouvelables. Et les renouvelables, ils ne pourront pas aller jusque-là. Ils seront totalement relégués au 36e dessous. Donc, c'est vraiment un débat qui doit revenir un peu sur Terre et qu'on voit un peu les contraintes physiques réelles qu'il y a sur ces énergies et arrêter de faire non pas du greenwashing, mais du green genocide, c'est-à-dire du génocide vert, parce que les conséquences pour beaucoup de gens sur la planète, c'est la mort, hein, si on les laisse en fait aller vers des renouvelables inefficaces. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter. C'était un peu lourd, mais je pense que c'est nécessaire pour
voilà, pour se mettre les idées en place. Je répondrai à vos questions ensuite dans la suite de l'émission. Merci beaucoup Benoît. Merci à tous les orateurs. Donc il nous reste 3/4 d'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Alors en fait, je vais poser une première question qui en réalité tu as déjà répondu en partie Benoît et en réalité tous les orateurs, mais je pense que c'est important qu'on repose les choses, qu'on prenne le temps en fait dans toutes leurs dimensions d'y répondre. C'est pas forcément facile à avaler et même pas à comprendre intellectuellement en réalité. Donc c'est une question assez simple. Alors en fait, je vais même poser 2 questions en une parce qu'elles se recoupent, c'est 2 aspects de la même chose en réalité. Alors il y a l'aspect plutôt réducteur de la chose, c'est-à-dire organiser une pénurie de l'énergie serait-il avantageux d'un point de vue, je dirais, financier et de rentabilité immédiate pour les spéculateurs financiers? Donc peut-être en quoi, peut-être repréciser un peu les choses. Et puis après, il y a l'aspect plus large, qui est la question d'un autre auditeur et qui dit on sait le rôle inefficient des renouvelables. La véritable question est quel est le métabut poursuivi? Alors, je ne sais pas si Benoît, tu veux être le premier à répondre pour enchaîner sur ce que tu disais. Les autres. Alors oui, je vais répondre très simplement sur est-ce que c'est profitable d'avoir en fait des renouvelables, comment dire, une pénurie énergétique? Oui, parce qu'en fait, ce qui va s'ajouter, ça va être la spéculation sur les droits au carbone et le fait que certains domaines vont être subventionnés, qu'il va y avoir des prêts des banques centrales à très faible taux d'intérêt, donc beaucoup de marge financière à se faire. Et surtout, l'idée, c'est que y aura des perdants, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'ils vont se bouffer entre eux. Enfin, voilà, les requins de la finance se boufferont entre eux. Il y aura une décroissance du nombre de requins, mais ceux qui poussent ça, justement, ils sont en train de se faire une place de choix dans ce nouveau système. Et les pénuries, ils peuvent se faire de l'argent sur la pénurie. Il n'y a pas besoin de vendre du volume d'énergie pour faire de l'argent. Je pense que c'est. Et la deuxième, c'était sur les méta. Quel est le but? Je pense, j'accentue encore, hein, mais c'est sur cette question géopolitique. C'est qu'on a un système, et Karel l'a dit, un système qui perd la confiance des peuples aujourd'hui. Et comment faire pour conserver, pour eux, dans leur point de vue, conserver un pouvoir sans être populaire? Eh ben, il faut parler le langage que les gens ont envie d'entendre déjà. Et ensuite, il faut empêcher les autres pays un peu qui ont les pieds sur terre, comme les pays développés, les BRICS, l'Afrique, voilà, ou l'Amérique du Sud, ou des gens qui veulent se développer, eh ben, c'est de les réduire au silence et de les faire passer pour des parias quand ils veulent se développer. Quand par exemple la Chine développe des centrales à charbon dans le monde, alors qu'ils ont des techniques aujourd'hui qui sont l'ultra super critique centrale, enfin, c'est une réaction assez intéressante, c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Ils font même du clean coal maintenant, c'est-à-dire du charbon propre. Donc, eux, ils trouvent des solutions en fait technologiques pour continuer disons, à produire de l'énergie à pas trop cher et à faire profiter de ça aux autres pays. Donc, les arrêter, c'est une priorité pour l'oligarchie occidentale. Parce que s'ils donnent envie et goût à ce développement, les gens vont plus se laisser faire. Je pense que c'est ce que je répondrai. Bien, je ne sais pas si Jacques ou Karel ont quelque chose à dire personnellement là-dessus. Jacques? Oui, peut-être en faisant un tour un peu plus complet des choses. Je dirais que, d'une part, on est dans un système toujours de pompe à finances, comme on l'a été depuis pratiquement le 15 août 1971. On a débranché le dollar de toute référence et on a un système de dérégulation, de déréglementation avec plus de repères. Avant, il y avait l'injustice. Là, c'est une accélération de l'injustice avec les repères. Et Davos, c'est pas un groupe qui réfléchit à cela, c'est une logique d'un système qui devient de plus en plus destructeur et prédateur. Pourquoi? On émet de plus en plus d'argent, et on l'a vu avec le prétexte où
disons dans l'environnement de la pandémie, on émet de plus en plus d'argent qui ne produit pas de richesse. Pour 10 d'argent nouveau émis, on a à peu près 1 de richesse nouvelle, réelle, physique. Alors où va cet argent? Une petite partie dans l'assistanat pour que les gens ne se révoltent pas trop, et la grande partie, 90-95%, dans le circuit financier que l'oligarchie maîtrise. Et on n'avait jamais vu une telle inégalité par rapport à ce que gagnent les uns et les autres depuis les joueurs de football à un niveau qu'on connaît davantage, 2 millions, 3 millions par mois pour les plus connus, à ce que gagnent en équivalent les grands dirigeants d'entreprise, mais eux, c'est toute une vie, les joueurs de football, c'est 10 ans. Donc, on a tout un système qui se met en place dans lequel l'argent n'est plus émis pour produire des biens qui sont nécessaires au développement des êtres humains, entretenir leur vie, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Alors, dans ce système, évidemment, vous l'avez vu, on a évoqué l'écologie, on a évoqué le changement climatique. Ce ne sont pas des choses qui sont le fondement de l'action de l'oligarchie. Ce sont des moyens qui sont utilisés pour enfumer les gens et leur faire accepter ce système de, je dirais, d'argent fictif, de capital fictif, qui n'entretient pas la capacité d'accueil pour la population, pour les enfants, les petits-enfants, les générations futures. Alors, évidemment, dans ce système-là, dans l'ordre libéral ancien dont je parlais au départ, on culpabilise. Et on culpabilise qui? Les chômeurs, ceux qui ne travaillent pas. Alors, c'est bien de votre faute si vous êtes chômeur, vous n'avez pas su vous adapter, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas eu la formation, vous n'avez pas été capable. Et bon, c'est l'arme utilisée. Aujourd'hui, c'est plus subtil dans ce système qui se met en place. On dit, c'est évidemment que l'homme est naturellement prédateur, pollueur, et qu'il est coupable quelque part de ce qui lui arrive et il doit limiter son empreinte écologique, il doit limiter sa consommation et il doit limiter, en fin de compte, la population. Alors, les gens qui disent ça, eux-mêmes, s'excluent du châtiment de l'économie punitive. C'est formidable. Ils l'appliquent au plus grand nombre, mais ils ne l'appliquent pas à eux-mêmes. Et ils s'enrichissent de plus en plus. Il faut bien voir ça. Donc, lié à un changement, il faut un système de participation aux décisions, un système social de participation aux décisions qui doit être mis en place. Parce que sans cela, on laisse le pouvoir à cette big tech, à ces fintech et à ce qu'on appelle l'oligarchie financière, c'est-à-dire un groupe de gens qui opèrent sans créer les ressources d'une société pour son avenir. Alors évidemment, qu'est-ce qui reste aux gens dans lesquels on essaye d'aller pousser pour qu'il ne soit plus une opposition rationnelle? On les pousse à l'émeute, on l'a vu, c'est le Capitole américain, qui est une sorte de cirque organisé, l'occupation du Capitole aux États-Unis, et c'est l'abstention ou l'impuissance politique. Donc, fuite en avant, fuite en arrière. Et dans ce système-là, il faut ramener la raison. Et vous savez, on dit le sommeil de la raison engendre des monstres. Et à quoi il faut répondre? Que c'est le soleil de la raison qui fait disparaître les monstres. Et il faut nous battre pour cela. Bien, je ne sais pas si Karel veut intervenir là-dessus ou si je passe à la question suivante. Oui, je veux bien. Non, ça me fait penser à ce qui s'est passé. Je pense aussi qu'il faut éviter de s'enfermer dans le carbone en tant que tel, parce qu'il y a d'autres gaz à effet de serre. Et je tiens à vous rappeler ce qui s'est passé l'année dernière aux Pays-Bas. Vous savez, les Pays-Bas sont un pays qui est très densément peuplé, où il y a pas mal de jeunes, il y a une agriculture intensive. Alors, les Pays-Bas qui ont souscrit à tous les accords de Paris, de l'ONU sur le climat, ils ont dit, voilà, si on veut trouver des logements pour les jeunes, ça entre en conflit avec l'agriculture. Et en plus, l'agriculture, c'est mauvais parce qu'il y a des engrais, il y a des nitrates, il y a des émissions d'azote qui sont totalement, disons, qui font que les Pays-Bas n'entrent pas dans les critères. Donc, ils ont décidé, comme si vous enfermez des rats dans une cage, on a divisé le pays, donc on a mis les jeunes contre les agriculteurs et les agriculteurs contre les jeunes.
parce qu'on a dit, voilà, les agriculteurs, ils doivent abandonner leur métier, il faut arrêter de faire de la viande et faire de l'élevage et des plantations. On va les payer pour ne pas produire, parce qu'il faut donner une chance à nos jeunes de pouvoir accéder à un logement. Voilà, donc ça c'est l'exemple. Donc vous avez en haut cette pensée, je pense que ce qui est le pire dans tout cela, c'est cette pensée malthusienne, où on dit, voilà, on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Alors, un monde fini, c'est vrai, si vous restez dans un système fermé et clos, forcément, vous êtes dans un monde fini. Nous avons la chance de vivre dans un univers qui est au-delà de l'infinitude de beaucoup de choses. Donc, il y a des ressources infinies que nous pouvons rendre disponibles par l'inventivité et la créativité humaine. Et surtout, il faut absolument sortir les gens de cette pensée malthusienne où, et les Pays-Bas, c'est dramatique parce que je vous signale quand même que cette année, en 2021, le programme alimentaire mondial prévoit la famine pour plus de 270 millions de personnes. Alors que la production, même en France, donc la Fondation européenne du climat, dans laquelle vous trouvez des gens qui conseillent le haut conseil du climat du président Macron, ces gens-là sont en train de dire il faut réduire la consommation agricole, la consommation de la viande en France et dans le monde. Donc on est en train de faire les listes des gens dont il faut fermer la boutique et des gens qu'on va devoir mettre au chômage, soi-disant pour sauver le climat. Donc là, ce n'est plus un débat de bobo dans les deux magots. C'est-à-dire, on est en train de passer à la casse et à la grande dévastation. Et donc, il est important ce que fait Benoît est très utile. Et au-delà de ça, je dirais, il faut sortir de cette diabolisation du CO2 et de voir comment l'utiliser correctement pour l'avenir de l'humanité et avoir un avenir partagé pour tous et chacun. Bien, alors d'ailleurs à ce propos, j'ai une annonce à faire puisque demain soir, on a un serveur avec Solidarité Progrès. Donc nous avons maintenant un serveur sur Discord qui permet d'avoir des échanges un peu plus informels avec tout un ensemble de gens, y compris des intervenants extérieurs. Et demain soir, à 20h30, on parlera du nucléaire, justement, pour essayer justement aussi de dédiaboliser le nucléaire et de comprendre un peu mieux comment ça marche. Et on fera intervenir, on posera nos questions à deux personnes, Tristan Camin, qui est ingénieur en sûreté nucléaire, et Camilo Cordero, qui est futur docteur en physique nucléaire. Donc, c'est sur le serveur Discord que vous pouvez voir donc l'annonce. Donc, il suffit d'aller sur notre site solidaritéprogrès.fr pour avoir accès au nécessaire pour aller sur le serveur. Voilà, c'est demain à 20h30. Alors, je vais revenir. Donc, je vais changer un petit peu là d'aspect dans la discussion parce qu'évidemment, comme l'a dit Karel, le Great Reset, c'est beaucoup de choses à la fois. Ça couvre énormément de choses. C'est la grande réinitialisation de tout. Mais il y a évidemment l'aspect le plus connu, c'est évidemment l'aspect purement, strictement technique et monétaire. Donc, la digitalisation des monnaies, de l'argent. Donc, je vais poser une question. Je vais poser la question. En créant une crypto-monnaie dirigée directement par les banques centrales, il risque de faire disparaître les banques, même des grosses banques. N'est-ce pas paradoxal, puisque les gens qui défendent le Great Reset sont pour la plupart des banquiers. Donc, est-ce que peut-être Karel, je ne sais pas, pourrait revenir sur cet aspect-là donc du nouveau rôle que veulent s'attribuer les banques centrales et ce rôle des crypto-monnaies là-dedans quelle est la nouvelle relation qu'il va y avoir avec les banques commerciales, etc., etc. Tout ce volet-là du Great Reset. Oui, donc déjà, je peux vous conseiller l'émission que Benoît Odile a fait sur la question. Merci. Maintenant, je pense qu'il faut bien voir que chaque fois, quelque part, on est du bout du rouleau. C'est-à-dire, il y a eu la crise de 2008. Et moi, j'insiste là-dessus parce qu'on est toujours dans cette crise systémique qui n'est pas réglée. Et donc, en 2008, on pouvait dire aux États, voilà, les banques tombent en faillite, donc on va les renflouer. Voilà. Après, on a même voté un mécanisme, ça c'est au début, donc c'était le bail-out, où les États ont renfloué les banques avec l'argent du contribuable, l'argent public.
Après, ça ne suffisait pas. Donc, on a même voté des lois pour faire le bail-in, c'est-à-dire au moment de la faillite d'une banque, pouvoir confisquer l'épargne et les dépôts des gens qui ont l'argent dans la banque. Mais si vous faites le calcul de tout ça, ça pèse pas lourd, ça ne suffit même pas pour sauver la banque. Donc, il faut encore trouver autre chose. Donc, normalement, et les auteurs de cette étude sur le Great Reset, eux, ils le disent. Hein, ils disent, voilà, là, il y a la Covid, tous les États sont endettés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut, par exemple, baisser les taux d'intérêt? Normalement, quand il y avait une grave crise avant, on baissait les taux d'intérêt pour avoir une petite marge de manœuvre supplémentaire. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont déjà négatifs, donc, ou presque. Donc, est-ce qu'on peut passer à des taux de moins 5 ou moins 10? Non, on ne peut pas, parce que sinon, justement, tous les systèmes financiers sautent. Donc, il faut encore trouver autre chose. Et donc, à la réunion de Jackson Hole, dans le Wyoming, en 2019, il y a eu une double offensive. D'une part, par l'étude qui avait été publiée la veille par BlackRock, qui disait, bon, voilà, maintenant, il faut mettre en œuvre la fameuse politique de l'argent hélicoptère de Milton Friedman. C'est-à-dire, à un moment donné, si le système est complètement bloqué, quitte à donner de l'argent directement aux citoyens, aux entreprises, donc c'est très bon parce que ça n'endette pas les États ni les banques, à ce moment-là, on peut maintenir le système debout. Première proposition. La deuxième proposition, justement, poussée par des gens comme Mark Carney, qui à l'époque était encore le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est devenu donc le représentant officiel de l'ONU pour le climat. Comme ça, vous voyez de quel climat on parle. Mark Carney, c'est lui qui a poussé l'idée que, en fait, la meilleure chose serait tout carrément, donc, parce que les États, de toute façon, ils sont trop proches des peuples, les États déjà sont surendettés, donc il faut arrêter de vouloir donner de l'argent à des États. On va directement donc mettre aux commandes les banques centrales, au-dessus des États. Donc peu importe, normalement, en tant que citoyen, vous votez pour des élus, des députés, des sénateurs qui élaborent un budget et qui peuvent décider ce qu'on fait avec le budget. Une fois que c'est les banques centrales qui décident, les élus, ça ne sert plus à rien. On devient une station de service sur l'autoroute de la mondialisation. C'est tout. Donc, évidemment, l'outil idéal, bon, pour l'instant, il y a beaucoup de gaz, il y a un peu d'eau, comment on dit, il y a quelques couacs dans le système, parce que Christine Lagarde et la Banque de France comptaient lancer donc un euro digital là en janvier 2021. Il y a eu tellement d'escroqueries, tellement d'échecs, tellement de problèmes de sécurité avec les bitcoins, c'est totalement insécure. Moi, ça me fait bien rire quand je vois un millionnaire qui perd le mot de passe et qui se retrouve avec 200 millions d'euros coincés dans son compte Bitcoin dont il ne peut plus se servir. Mais en tout cas, donc, cette idée complètement dystopique d'un monde, d'un grand léviathan de la finance qui en fait va gérer au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire que tout le monde aura son compte digitalisé auprès de la BCE. Et la BCE, en fait, elle pourrait aussi bien vous donner un revenu minimum universel, dans l'esprit de Davos, le moment où vous en avez besoin pour vous convaincre de ne pas aller à la manif. On vous donne quelques euros pour pouvoir vous abonner à Netflix et regarder les dernières séries. Et de l'autre côté, s'il n'y a plus jamais, il y aura un bank run, parce que le moment où vous avez envie de retirer votre argent de la banque parce que vous craignez qu'elle va déposer le bilan, la BCE, elle appuie sur un bouton, ce ne sera pas reset, mais ce sera stop, c'est-à-dire qu'elle bloquera votre argent sur votre compte. Donc à ce moment-là, disons, et c'est ça l'état de surveillance dont on parle, ce n'est pas uniquement pour voir si vous avez payé vos impôts, ce sera carrément, vous devenez un numéro dans un énorme guichet mondial
et vous serez activé, des activités en fonction des besoins de cette oligarchie. Et c'est ça, donc les questions des crypto-monnaies, en fait, au début, c'est un chaos qui a été savamment organisé, qu'on a laissé se développer pour que les gens fassent joujou avec ça. Le moment où ça, pour l'instant, s'arrange, il y aura une mise au pas et un encadrement de tout cela, le moment venu où le système décidera que ça doit de nouveau, ça doit être fait. Donc, ça donne une illusion de liberté avec le Bitcoin. On fait sa petite monnaie dans son coin. On peut faire une petite résistance locale, une économie locale, un parti local. On aura sa petite éolienne pour produire l'hydrogène dans son coin et alimenter sa voiture électrique avec une pile à combustible embarquée dans sa voiture électrique. Tout cela, c'est vraiment un monde de fous qui n'est pas du tout basé sur une perspective commune de participation à un développement humain. Donc, c'est non seulement un leurre, mais c'est un ennemi à combattre. Surtout qu'il faut savoir que, et c'est la grande illusion des gens comme Montebourg, comme Mélenchon ou de Gaël Giraud, c'est de croire qu'on peut avoir une monnaie sans avoir un État derrière. Parce que la garantie finale qu'une monnaie existe, c'est que derrière, il y a un État, il y a une volonté d'un peuple et quelque chose de commun de donner une valeur à quelque chose qui autrement n'est qu'une convention, n'est qu'un chiffre et n'est qu'un compte. Bien, merci Karel. Je ne sais pas si du coup Benoît, Jacques ont quelque chose à dire sur ce sujet précisément, sur cet aspect-là, ou même pour élargir. Oui, moi je dirais qu'on est dans un monde, et c'est le chantage qui est fait par ces gens-là, de chaînes de production et de chaînes de valeur imbriquées. Donc de l'autre côté, on dit, on va revenir là où on est proche du lieu de consommation. Et ça ne peut pas être fait de cette façon. Le vrai choix est un choix politique. Et en effet, ce système-là, dans son choix politique, ce système du capital financier, ce système de Davos, ce système de capital fictif, et ce système de big tech et de la fintech, vise à détruire l'État-nation république parce que c'est un lieu de résistance. Mais cette résistance ne peut pas se faire derrière une ligne Maginot, derrière une ligne de retraite purement défensive. Elle doit être faite par une association d'États-nations avec de grands projets communs. C'est ce qu'à l'époque, en Europe, entendait faire le plan Fouché en 1962, où on pensait à une Europe de projets, et on se base sur des projets. On ne se base pas sur des institutions plus ou moins abstraites qu'on inflige aux gens et qui protègent ce capital financier. On se base sur des projets communs et sur la création humaine. Et c'est là qu'est le vrai grand changement vers lequel on doit aller avec ces grands projets de l'humanité. Nous avons défendu le développement de l'Afrique, une politique spatiale et une politique de la mer, une politique des océans, donc pour traiter toutes ces questions-là. Et c'est là que c'est la priorité, c'est le projet, c'est la plateforme de développement, c'est pas du tout la monnaie. La monnaie doit être quelque chose au service de cela. Oui, moi, je rajouterais juste quelque chose, c'est que finalement, la monnaie, c'est pas le problème. Ce qui est derrière, c'est les enjeux de pouvoir. C'est comment ils veulent conserver en fait disons les règles du pouvoir en métamorphosant finalement la façon dont ça se crée. Dans ma vidéo, justement, je montrais un peu cette idée que les fintech, donc les technologies financières donc qui se développent, ou les crypto-monnaies même privées, ou les comment dire les entreprises qui font du conseil en investissement dans les crypto-monnaies sont aussi, disons, font partie des mêmes réseaux bancaires actuels, c'est-à-dire que c'est des transfuges des banques d'affaires du vieux système vers des
on va dire, des nouvelles banques d'affaires, mais crypto-monnayées, qui finalement conservent les jeux de pouvoir qui existent déjà. Et ça, je pense il faut arrêter de penser qu'à la monnaie en tant que telle, il faut voir les enjeux de pouvoir derrière, et aussi au niveau international, les enjeux de pouvoir entre les grandes puissances en fait, qui émergent et celles qui sont un peu déclinantes, et de voir en fait que c'est ça qu'ils essayent de conserver, ou du moins qu'ils essayent de contrôler. Voilà. Donc, par exemple, j'ai vu une question en passant, est-ce qu'il faut investir dans l'or et dans des valeurs refuges? Je pense que c'est totalement idiot de faire ça, puisqu'il vaut mieux investir dans Solidarité et Progrès, le seul parti qui a de l'avenir par rapport à la situation actuelle, et que ça, c'est la vraie bataille à mener, je pense. Oui, alors justement, hein, j'avais une question, alors j'essaie de la retrouver là, parce que là, il y a plein de questions, mais de quelqu'un qui demandait est-ce qu'on ne peut pas créer des crypto-monnaies à notre échelle et des monnaies locales, etc., pour pouvoir faire face à ça. Je pense que tu y as en partie répondu, mais peut-être tu peux repréciser, parce qu'évidemment, la question de la monnaie locale et des crypto-monnaies, ça fait longtemps que c'est présenté comme une alternative, en fait. Donc bon, parce que tu préciser C'est un peu ne pas vouloir s'attaquer au problème principal, tout simplement. Et c'est un peu se défiler par rapport à un enjeu historique bien plus grand que simplement essayer de s'en sortir individuellement. Donc voilà, la crypto-monnaie, déjà, elle est déjà gangrénée finalement par des réseaux financiers qui se sont transformés, qui ont migré finalement dans ce système. Ils s'adaptent très facilement. Donc, si vous avez un truc qui émerge, qui est un peu dissident, ils vont pouvoir se l'approprier et le retourner, et remettre en fait leur propre vision du monde dans ce système. C'est pas parce que vous avez des crypto-monnaies qu'il y a personne qui veut, on va dire, faire du profit sur des valeurs financières fictives. Voilà, à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a que le système, il est pas au niveau de la monnaie en tant que telle, il est au niveau de comment ces gens pensent le développement humain. Est-ce qu'ils le pensent finalement, et est-ce qu'ils ont conscience des contraintes à surmonter pour pouvoir faire vivre 9 milliards de gens? C'est ça qu'on est en train de discuter là. C'est comment on fait vivre 9 milliards de gens. C'est pas comment on fait vivre la monnaie et comment on l'a fait pérenniser. Ça, c'est pas un problème. On peut en changer de monnaie quand on veut, en fait. On peut le décider. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit une décision collective. Alors, il y a une question qui a été posée qui touche à cet enjeu donc, de pouvoir. C'est tout le rôle des GAFAM, tout le rôle de la surveillance de masse, tout ce qui a été fait à Trump. Donc, quelle est en termes de censure? Donc, voilà, quid de la grande réinitialisation sur son aspect réseaux sociaux et GAFAM? Est-ce que le fait de basculer sur des réseaux alternatifs ne va pas créer les conditions où ils vont se retrouver isolés et à nouveau piégés? Enfin, voilà, je ne sais pas si, par exemple, Jacques pourrait un petit peu développer sur le rôle des GAFAM actuellement dans cette grande réinitialisation et dans ce qu'ils veulent faire. Les GAFAM ont été financés par DARPA en grande partie. C'est des hippies plus ou moins sympathiques de Californie, financés par le ministère de la Défense, et qui ont peu à peu élaboré ces technologies-là dans un système à demi ludique, à demi, je dirais, basé sur l'irresponsabilité. Et on a mis en place ce système-là qui a été immédiatement, évidemment, exploité par Wall Street, par la City et par tout le système financier. Donc il y a une relation incestueuse entre ce développement des big tech et le système financier. Aujourd'hui, la question a été posée sur les banques. Les banques peuvent continuer à être associées à ce système, mais elles y joueront un rôle d'associés et d'exécutants. Par exemple, c'est le sens de la relation entre, par exemple, Apple et Goldman Sachs ou Google et Citigroup. Donc, il y a cette imbrication. Maintenant, si vous regardez les monnaies locales, peut-être c'est un instrument défensif qui peut durer un certain temps, mais c'est en rien quelque chose
qui peut être inspirant pour le changement absolument nécessaire d'orientation de l'économie. C'est quelque chose qui est la monnaie en soi associée à une vision localiste. Et on voit dans ce localisme l'exploitation par une certaine extrême droite, Hervé Juvin en France au Front National par exemple. Et c'est lié à des considérations un peu étranges, ethniques et biologiques, très claires, pour moi en tout cas, étranges mais claires. Et maintenant, si vous regardez au-dessus, au sommet, ce qui dans les milieux, alors c'est parfois intéressant de consulter les conseils qu'on donne dans ce milieu de bourse et de spéculation. Son conseil aux gens comme investissement d'avenir, c'est évidemment les crypto-monnaies. Et on dit Bitcoin, c'est très bien parce qu'on a créé une limite supérieure à l'émission de monnaie, donc c'est bien mieux que les monnaies nationales. Donc on crée cette idée de refuge hors des monnaies nationales. L'autre chose, c'est la marijuana. Hein, ça va rapporter, c'est très bien, tout le monde en consommera. Et c'est là, hein, je vous dis simplement ce qui est écrit dans les conseils technologiques qu'on voit de bourse. Et l'autre, c'est tout ce qui est associé à la communication nécessaire pour mettre en place ce système. C'est le dévoiement de la 5G, c'est le dévoiement de toutes ces choses-là qui sont utilisées pour mettre en place ce système. Mais évidemment, comme l'a dit Benoît, et comme je l'avais dit auparavant, la question, c'est qui, politiquement, va contrôler cela. Et c'est là que l'idée de participation, l'idée de créer un système où les élections ne sont pas quelque chose qui devient une farce, comme aux États-Unis, c'est une farce depuis longtemps. On empêchait avant l'électorat afro-américain de voter en mettant des bureaux de vote loin, en le mettant en impossibilité d'exprimer leur suffrage en les excluant. Et aujourd'hui, on décide de créer une fraude contre l'électorat, je dirais, travailleur et plutôt blanc. Je crois que Trump a eu 35% des voix des hispaniques. Mais dans tout ça, personne n'apporte une solution pour l'avenir. Aucun des deux grands partis aux États-Unis n'apporte une solution. La présidence non plus. Et c'est nous qui devons prendre cette responsabilité pour faire pression pour qu'il y ait autre chose que ce système-là. Et Lyndon LaRouche, mon ami, disait la monnaie est un imbécile. C'est vrai. Elle dépend de ce qu'on en fait. Et c'est nous qui devons avoir la responsabilité de l'orienter vers ce qui permet un avenir à notre société. Bien. Alors, à moins que Benoît ou Karel ait quelque chose de précis à dire sur le pouvoir des GAFAM, évidemment, ce grand enjeu de la surveillance de masse qui vraiment pointe son nez de manière incroyable actuellement. Bon, du coup, je vais passer à une autre question. En fait, je vais paraphraser plusieurs questions parce qu'il y en a eu plein en fait sur la Chine. Beaucoup de gens qui s'étonnent. Pourquoi est-ce que voilà, la Chine, donc Karel l'a dit au début, est présente et représentée à Davos. Elle est intégrée au Great Reset d'une certaine manière, elle s'y implique. Elle promeut les énergies renouvelables. Elle a une politique pro-Union européenne. En fait, elle affiche une politique pro-Union européenne. Donc, jusqu'où ça peut aller? Quelle est sa stratégie véritable? Comment elle se positionne, etc. Je paraphrase un ensemble de questions. Moi, je répondrai simplement par une chose. Vous connaissez tous la pratique des arts martiaux asiatiques. Je dirais simplement le judo. Vous profitez de la force des autres, si vous êtes le plus faible, et vous en faites un instrument de votre force. C'est ce que les Chinois ont fait depuis leur développement. Les réformes de Deng Xiaoping étaient des réformes qui auraient permis, s'il n'y avait pas eu une puissance derrière qui soutenait l'État-nation Chine, elles auraient permis l'invasion de la Chine par des capitaux spéculatifs étrangers et créer ce qu'on appelait dans le temps une économie comprador. Donc aujourd'hui, la Chine parle très souvent d'écologie. Et Xi Jinping parle d'écologie, mais il n'entend pas du tout la même chose que l'écologie dévoyée qu'on a dans nos pays occidentaux. Ce qu'il entend par écologie, c'est une responsabilité de l'être humain vis-à-vis de la nature et de son développement qui est assuré par les connaissances scientifiques et cette idée des effets qu'on a, positifs ou négatifs, et qu'il faut rendre positifs. Ce n'est pas une idée d'abstention et une idée de séparation entre l'homme et la nature. C'est une idée de méritocratie de l'homme par rapport à ses concitoyens et par rapport à la nature. C'est très différent. Et évidemment, on voit parfois les Chinois être en compagnie, comme on le voit à Davos, de toutes ces forces-là, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas encore assez fort pour
disons, faire un système qui frontalement s'opposait à cela. C'est pour ça qu'ils ont inclus le yuan parmi les monnaies du FMI, au lieu d'en faire une monnaie opposée aux autres. Et il faut bien voir, si l'on considère la Chine, que c'est de cette manière-là, en ayant un système autoritaire, ou certains diraient même totalitaire, qu'ils ont pu résister. S'il n'y a pas eu, ils n'auraient pas pu résister. Ouais, Benoît? Ouais, non, je suis complètement d'accord. Mais moi, je crois surtout que les Chinois, ils font feu de tout bois. C'est-à-dire que ils sont dans une idée où ils vont tester tout ce qui existe pour voir quel est le potentiel de tout ce qui existe. Et sur les renouvelables, bon, il y a un potentiel. Enfin, je veux dire, c'est pas, ce sera jamais 100%, c'est sûr. Mais voilà, 15% dans un mix énergétique, c'est pas insensé, surtout si on a des bons spots solaires, des bons spots de vent. Voilà, on peut exploiter en tout cas un potentiel qui existe, mais c'est limité, on va dire, dans l'extension que ça peut avoir. Et les Chinois, ils en sont très conscients. Ils vont pas faire en fait des renouvelables dans tous les sens. Leur programme nucléaire, j'ai vu encore une question là, effectivement, qui disait ça. Il y a 400 centrales nucléaires prévues par les Chinois dans les prochaines décennies. Voilà, enfin, ils ne sont pas du tout dans l'idée qu'ils vont avoir un mix entièrement renouvelable. Sur le charbon, enfin, j'ai étudié tout le dossier avant de venir, mais bon, je ne vais pas tout vous faire, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont fait énormément de progrès là-dedans. Ils ont réussi en fait à faire une prise de judo effectivement au système en montrant qu'on peut utiliser le charbon même dans un univers dans lequel on restreint comment dire, le carbone en fait. Donc c'est assez fin de leur part, je dois dire. Ils ont cette idée qu'ils peuvent s'en sortir en cherchant, en mettant des chercheurs sur le coup, des ingénieurs, des gens motivés qui veulent trouver des solutions. Et ils ont beaucoup de problèmes à résoudre, mais en tout cas, ils ont la bonne attitude. Et je pense que d'une certaine manière, ce qu'on voit aujourd'hui dans le domaine des renouvelables en Occident, on voit qu'il y a une créativité, il y a beaucoup de gens qui cherchent, mais on sent qu'ils sont mis dans une voie de garage parce qu'il n'y a que ça. En fait, le nucléaire est quasiment exclu en fait de tous les programmes de croissance verte au niveau européen. Aux États-Unis, avec Biden, ça va être la même chose. Donc, on ne comprend pas pourquoi on mettrait tous les œufs dans un même panier. Et c'est ça la grande erreur de l'Occident, et on va s'en mordre les doigts. Oui, et moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui va arriver en Chine, parce que vous avez un investissement dans toutes les technologies de pointe, et en particulier tracté par le spatial, et en même temps l'éradication de la pauvreté. Donc, on joue cela comme un tout. Ce n'est pas l'un séparé de l'autre. Ici, beaucoup de gens disent « Ah, mais que va-t-on s'occuper de l'espace? Il faut s'occuper d'abord de choses sur Terre. » Les Chinois ne voient pas du tout la chose comme ça. Ils le voient, l'espace, comme étant quelque chose qui tire de l'avant des technologies plus productives qu'on appliquera sur Terre, ou les trains à grande vitesse, ce qui est la même chose, la même orientation. Et c'est là qu'on forme par rapport à cela une qualité de travail et une méritocratie. Alors la question très intéressante qui va se poser, c'est comment ce système pourra fonctionner dans l'aménagement des rapports sociaux. Ce sera très intéressant à voir dans les prochaines années. Et quand on écoute les dirigeants chinois, ils parlent d'une nouvelle forme de démocratie, d'une nouvelle forme d'éducation esthétique. Ils parlent de toutes ces questions-là, dont on ne parle pas dans les pays occidentaux. Alors, évidemment, je pense qu'il y a un lien entre les pays occidentaux et la Chine. Eux ne veulent pas bousculer les choses, on ne veut pas bousculer l'Union européenne, par exemple. Mais il y a un lien entre les deux, et que ce qui se passera en Chine dépend aussi de ce qui se passera chez nous. Et sommes-nous capables, avec nos systèmes sociaux, économiques, politiques tels qu'ils sont, de faire une politique de développement et de croissance à l'image de ce que les Chinois ont réussi à faire? Et c'est là le grand défi. Oui, je voulais juste ajouter juste quelque chose pour compléter. C'est aussi, je pense que il ne faut pas voir, disons, la mondialisation de l'économie physique, elle est une réalité, mais 1000 fois supérieure à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire, la Chine, ce n'est pas du tout un pays fermé.
Et l'Europe, c'est pas du tout non plus quelque chose de fermé. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, ce qui intéresse la Chine en Europe, c'est que c'est quand même le plus grand marché du monde, hein. Donc voilà, c'est l'Union européenne est le plus grand marché du monde, ça le reste. Et ensuite, vous avez énormément d'Européens qui sont actuellement en Chine en train de produire ce qu'il faut pour développer l'Union européenne. C'est pas du tout, disons, il n'y a pas que des Chinois qui produisent des choses en Chine. C'est un peu, c'est peut-être comparable même à ce que c'était Florence à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire vous avez un pôle de croissance, d'une mobilisation de tout un peuple et de toute une économie qui attire les meilleurs cerveaux, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs scientifiques du monde. Ben, ils vont là-bas, ils vont produire ce qu'il y a à produire pour le reste du monde. Donc, c'est pas, disons, c'est du gagnant-gagnant humain dans le bon sens. Bien. Alors, on arrive, voilà, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette soirée. Évidemment, plusieurs questions qui sont absolument fondamentales sur qu'est-ce qu'on fait face à ce grand reset, comment on se mobilise, c'est quoi les solutions. Par exemple, une question qui dit combattre ce système efficacement suppose une mobilisation citoyenne. Comment organiser celle-ci face à ce changement de paradigme de grande réinitialisation qui paraît énorme et qui pourrait effrayer un citoyen qui veut agir pour changer la donne? Donc là, je vais vous laisser la parole. Bon, on peut déborder de quelques minutes, mais pour que vous puissiez prendre le temps à la fois de montrer comment nous, on se mobilise, peut-être à Benoît, au quotidien. Et puis peut-être pour Jacques et Karel aussi, nous, en tant qu'organisation, depuis 30 ans, comment qu'est-ce qu'on a réalisé, voilà, quelle est notre approche et qu'est-ce que ce genre de mobilisation peut, à une plus grande échelle, permettre de viser, quoi. Je veux voir notre tract. Oui, j'y reviendrai après hein, sur le tract que nous venons d'éditer. Je ne sais pas si Benoît, déjà, tu peux témoigner un petit peu en tant que militant. Bah, oui, l'idée c'est que on a tous ces enjeux qui sont, on va dire, compliqués, qui sont, on va dire, entremêlés et très, très souvent, beaucoup de citoyens sont complètement perdus dans des messages contradictoires. Un jour, on va dire: «Ah, c'est génial les renouvelables» et l'autre jour, on va dire: «Quand même, le nucléaire, c'est pas mal». Enfin, on ne sait plus, voilà, à quel sein se vouer. Donc voilà, il faut arrêter d'être en prosternation, il faut justement commencer à se retrousser les manches et disons, à aller dans le cœur du sujet et aller étudier ces choses-là. Nous, on organise des discussions, comme vous avez vu, sur Discord. Maintenant, on a fait venir des gens qui s'y connaissent, des ingénieurs dans le nucléaire, des doctorants, voilà, des gens qui ont à cœur de développer un petit peu la pensée sur ces questions ardues. Donc, il faut venir participer avec nous à ces débats pour s'enrichir intellectuellement, découvrir des nouvelles choses et surtout élargir un peu ce domaine un peu restreint qu'on a sur la question des ressources, sur la question du développement humain, de la croissance ou même de la place de l'être humain dans l'univers ou voilà, dans le système solaire. C'est important en fait d'avoir ce type de discussion, d'avoir une conception esthétique. On a beaucoup de discussions sur Schiller, sur la conception esthétique de l'homme. C'est des choses qu'il faut avoir en tête pour pouvoir avoir des armes intellectuelles contre ce Great Reset. Donc nous, on organise ça et ensuite on va militer. Là, avec le déconfinement relatif, on recommence à aller dans la rue pour militer, faire des stands. Et on a beaucoup de bons retours de gens qui ont envie de s'y mettre. Et si vous êtes dans ce cas-là, effectivement, il faut venir nous rejoindre, nous appeler et commencer à discuter et voir qu'est-ce qui coince en fait dans tout ce qu'on a dit. Parce que évidemment, moi j'ai écrit un article sur la question de la décroissance pour dire que effectivement ça paraît tentant de se dire voilà, il faut moins consommer, il faut faire attention aux choses, pas consommer à outrance, etc. C'est quelque chose qui arrive, on va dire, naturellement à l'esprit. Mais en fait, il y a
disons, déjà, il y a un refus de voir la réalité de la plupart des gens dans le monde, qui, eux, sont en décroissance depuis trop longtemps, donc ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Et qu'ensuite, on croit qu'il y a des choses qu'on consomme qui sont outrancières, alors qu'en fait, elles sont le minimum vital. Et il faut faire attention à ne pas se tromper sur la bataille et sur qu'est-ce qu'on veut vraiment économiser. Dans mon article, j'écrivais qu'il y a la première loi de l'anti-thermodynamique, c'est que toute énergie économisée est une énergie qu'on peut réorienter dans une nouvelle activité humaine qu'on va créer et inventer, qui sera digne de l'homme. Donc il y a toujours quelque chose à inventer, quelque chose dans lequel on peut avancer pour améliorer la vie humaine. Et je pense que si on est dans cette optique-là, eh ben on est moins sous les phares des projecteurs du camion comme un lapin qui aurait peur. On est en train d'agir et on est en train de proposer des solutions. Je pense que c'est le message que je veux donner, surtout à ceux qui sont terrorisés par la situation actuelle. Jacques ou Karel? Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que on peut être ni dans les nuages, ni aura des pâquerettes. Et que le défi, c'est de communiquer aux gens dans leur activité quotidienne l'engagement qu'ils doivent prendre pour chaque fois monter un peu, puis un peu, puis un peu plus vers un engagement beaucoup plus, je dirais, général par rapport au défi de notre société, qui est à la fois un défi pour une nation comme la France, comme notre pays, et qui est un défi pour le monde. Alors, de ce point de vue, nous formons en France des sociétés d'amis, de solidarité et progrès, et des cercles citoyens qui, eux, sont plus étendus, sont nécessairement et directement associés à solidarité et progrès. Et je pense que c'est là que doit peu à peu, autour d'une réflexion, nous avons écrit une feuille de route à cet effet, que doit se créer une conjonction d'idées qui permettent de redonner un sens à la politique de notre pays, qui aujourd'hui, en grande partie, l'a perdu. Oui, moi je dirais que tous ceux qui nous regardent et qui nous connaissent en réalité depuis très longtemps doivent finalement cesser de ne pas nous appeler. Ils doivent tout de suite, demain, nous appeler pour qu'on puisse voir avec eux comment se mettre en route et en marche. Parce que dès que vous mettez en marche, vous allez savoir ce que vous savez, ce que vous savez pas, ce que vous savez, puisqu'en général, on veut bien savoir de quoi on parle. Donc, une fois que vous mettez en marche, vous allez trouver les bonnes questions à nous poser et on sera là pour vous appuyer et pour vous aider à aller jusqu'au bout avec nous sur cette voie. Bien, merci beaucoup à tous les orateurs. J'espère que ça aura vraiment contribué à éclairer, à donner des nouvelles pistes de réflexion à nos auditeurs et du coup de mobilisation. On a mis dans le chat en fait donc la partie conversée de Zoom, différents liens qui renvoient en fait à ce que vous pouvez faire. Alors, il y a ce tract que nous venons juste de sortir qui s'appelle il y a une alternative au grand reset. Alors, c'est vrai que c'est le couvre-feu, le confinement à moitié, etc. Mais il y a toujours des moyens de distribuer ce tract, de l'imprimer, de le distribuer. Appelez-nous au numéro qui figure, 01 76 69 14 50. On vous donnera les moyens de pouvoir agir à votre échelle, de pouvoir organiser des petites réunions autour de vous, de nous faire intervenir même à distance. Pour expliquer ça, je sais qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles les langues commencent à se délier, où on essaye de parler. On peut vous aider à faire ça. On a également un manifeste où on approche les 100 signatures d'élus locaux pour la nationalisation de la Banque de France en vue de rééquiper les territoires et de redévelopper le pays. Énormément de choses. Je rappelle qu'il y a nos publications qui sont vraiment des pépites pour pouvoir aussi s'équiper intellectuellement, comme disait Benoît. Donc là aussi, il y a un lien pour pouvoir s'abonner et le dossier sur la finance verte, qui est extrêmement, je vous le recommande fortement, qui est vraiment précieux pour pouvoir comprendre dans quoi on met les pieds et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc je vous dis à bientôt, demain soir, donc sur Discord. Vous êtes les bienvenus pour parler justement du nucléaire.
À très bientôt sur le terrain. Voilà, au revoir.